On ouvre la première partie de ce 21-23. On va vous parler d'un pays qui était resté disparu des radars depuis des années. On n'en parlait plus avec les autres crises dans le monde. Et on y revient, le Mali, dont on avait abondamment parlé lors des opérations de l'armée française Serval et Barkhane. On y revient ce soir parce que depuis des mois, des jours maintenant, la situation sécuritaire au Mali s'enfonce. Ce soir, à l'heure où on vous parle, Bamako est quasiment encerclés par les djihadistes. Les ambassades occidentales demandent à leurs ressortissants de quitter le pays. Et puis, on va vous en parler durant cette page. L'exécution d'une jeune TikTokeuse par les djihadistes il y a 3 jours a évidemment bouleversé le pays, la communauté internationale. Que se passe-t-il au Mali? Que s'est-il passé depuis le départ des troupes françaises? La France a-t-elle combattu pour rien quand elle est allée au Mali à l'appel des autorités maliennes? On va en débattre sur ce plateau avec vous, Niagale Bagayoko. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'African Security Sector Network et enseignante à Sciences Po Paris. À vos côtés, Guillaume Ancel, ancien officier et chroniqueur, auteur de Petites leçons sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur de se battre, aux éditions Autrement. Vous êtes également l'auteur du blog Ne pas subir. On vous a souvent sur nos plateaux, que ce soit sur l'Ukraine ou d'autres crises dans le monde. On est ravis d'avoir votre expertise ce soir. Et puis Saïdi Kaba, bonsoir. Bonsoir. Journaliste écrivain, président du Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel. Vous avez aussi été chroniqueur et reporter pour Le Monde Afrique et Courrier International et auteur de Mali Sahel, notre Afghanistan à nous, point d'interrogation aux éditions Impact. C'est justement une des questions, c'était une de mes questions dans les titres, vous m'avez entendu. Est-ce que le Sahel, d'une manière plus générale, peut devenir un nouvel Afghanistan? En tout cas, on va, avant de démarrer cette page, aller sur le terrain pour voir ce qui s'est joué au Mali ces derniers jours. Regardez ce reportage de Camille Gutin, Nicolas Bertrand et Fabien Fougère, et on en parle juste après. Au Mali, des djihadistes affiliés à Al-Qaïda sont désormais aux portes du pouvoir. La capitale Bamako va-t-elle tomber aux mains des islamistes? Depuis 1 an, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM, multiplie les attaques partout dans le pays. Ici contre une caserne, là, on les voit à pied, en train de s'emparer d'un village. L'ambassade de France appelle tous ses ressortissants à quitter le territoire. Cet expatrié n'a pas encore décidé de partir. Pour le moment, on est quand même avec un gros point d'interrogation. On ne sait pas trop, on attend de voir. Les djihadistes qui cherchent à imposer la loi islamique dans tout le pays ne cessent de s'étendre au Sahel, notamment depuis le départ des troupes françaises en 2022 du Mali. Aujourd'hui, ces combattants contrôlent une partie des routes et incendient régulièrement les camions-citernes qui viennent livrer de l'essence à Bamako. Pour les habitants, de longues files d'attente et des pénuries d'électricité. Cela fait 1 semaine que je cherche du carburant. C'est un vrai problème pour mes activités. Asphyxier progressivement la capitale pour provoquer un renversement de régime, c'est le plan des djihadistes. La stratégie un peu des djihadistes, c'est de faire en sorte que la population à Bamako, il y a plus de 3 millions d'habitants, que les gens qui souffrent sur le plan alimentaire et du carburant se révoltent contre le pouvoir central des militaires. Car la junte militaire arrivée au pouvoir après 2 coups d'État est impuissante face à l'expansion des islamistes. Après avoir rompu avec ses alliés occidentaux, dont la France, le pouvoir en place s'est tourné vers la Russie et ses forces paramilitaires. Mais ni la junte ni ses milices n'ont réussi à stopper l'avancée des djihadistes dans le pays. Alors, Niagale Bagayoko, et puis après, on va tous en parler. Déjà, première question, on voit ces images. Est-ce que très concrètement, on peut être inquiet pour la capitale du Mali, pour Bamako? Est-ce que toute la capitale d'un pays peut, quand on dit tomber dans les jours ou les semaines qui viennent, enfin, est-ce que c'est de ça dont on parle ce soir? Alors, d'un point de vue opérationnel, il semble très difficile de voir le JNIM militairement capable de prendre la capitale, Bamako, mais plus encore de la tenir sur la durée, sur le long terme. On est face à une stratégie d'asphyxie, en effet, du poumon économique, à travers un blocus sur le carburant qui provient du Sénégal et de la Côte d'Ivoire
pouvoir notamment. Mais ce qui, à mon avis, est beaucoup plus vraisemblable comme scénario, c'est celui d'une négociation qui permettrait d'une part au JNIM, qui est donc, comme vous l'avez rappelé, un groupe affilié à Al-Qaïda, qui pourrait s'en émanciper, pour, en réalité, intégrer une coalition beaucoup plus large, intégrant notamment des fondamentalistes religieux non violents, mais également des membres de l'opposition politique qui se sont élevés contre les autorités militaires au pouvoir aujourd'hui et qui donc s'accorderaient pour l'instauration d'une vision ultra-rigoriste de la charia qui est d'ores et déjà imposée, par exemple, aux compagnies de transport qui doivent imposer aux femmes de porter désormais un voile intégral. Ou alors ailleurs dans le pays, ce qui est évidemment ce qui est déjà le cas. Vous avez tout à fait raison de le rappeler, parce que là, on regarde ce qui se passe à Bamako, mais en réalité, ce sont avant tout les zones périphériques et rurales qui sont dans de très nombreux endroits, notamment au nord, mais aussi de plus en plus au centre et de manière croissante dans les pays voisins, notamment le Niger, le Burkina Faso et le nord des pays côtiers, qu'une gouvernance s'est instaurée de manière assez profonde pour administrer l'accès aux ressources naturelles, par exemple, mais aussi pour administrer la justice et faire régner la loi islamique. C'est ce qu'on a vu il y a quelques jours. On va en parler notamment avec le cas de cette jeune TikTokeuse. Juste pour prolonger ce que vous disiez, Niagalé, Guillaume, sur le fait que Bamako, en tant que tel, ne va pas ou ne peut pas tomber en quelques jours. Parce que quoi ? Parce que les djihadistes n'auront pas tout simplement la force en hommes de tenir ce qui reste une capitale. Est-ce que c'est votre analyse ? Et là, je parle évidemment à l'ancien militaire. En fait, Niagalé a raison. Le point, c'est qu'il n'y a pas vraiment une force structurée qui essaye de prendre le pouvoir sur l'ensemble. C'est plutôt un conflit de pouvoir. Je crois que c'est là où les Français sont le plus plantés dans leur intervention. C'est qu'ils n'ont vu que l'aspect militaire. Et du coup, ils se sont concentrés. D'abord, ils n'ont pas compris que quand on restait plus de 2 ans dans un pays étranger, même quand on est invité, on devient une force d'occupation. C'est valable pour tout le monde. On va en parler évidemment au cours de l'émission. Mais par ailleurs, ils se sont concentrés pour mettre en échec militairement les 2 groupes islamistes au sud et au nord-est. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'en fait, c'est la société qui est en déliquescence. Et donc, si on ne remonte pas à la société, mais on protège un puits sans fond, quoi. Donc, c'est une espèce de trou noir, aujourd'hui, le Mali, avec des militaires qui sont succédés pour prendre le pouvoir, qui en sont tellement bas qu'ils ont fait venir les milices russes. Enfin, d'abord celle de Wagner. Et puis aujourd'hui, celle qu'on appelle l'Africa Corps, qui est grotesque, d'ailleurs dont on voit bien qu'elles jouent plus aucun rôle. Enfin, elles sont complètement à l'ouest. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est militaire un peu efficace est concentré en réalité sur l'Ukraine. Et donc, exactement comme les Russes ont abandonné la Syrie, ils n'ont pas du tout l'intention d'investir pour pouvoir protéger le Mali, ils n'en ont pas les moyens. Et donc le Mali, en fait... Parce que on le voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux, je dis ça pour que vous puissiez expliciter, sur les réseaux sociaux, évidemment, on va dire pro-régime, pro-junte militaire, celle de M. Goïta, ils disent, voilà, on nous a dit, les Russes vont envoyer 4000 soldats d'élite, des commandos, ils arrivent, les avions arrivent. Pure propagande. 400 000 avec des porte-avions. Non, mais je veux dire, il n'y a rien qui viendra sauver le Mali, parce qu'en fait, le Mali est un pays qui est en train d'imploser. Et donc là, pour moi, la première question, elle est politique. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à aider un pays à s'en sortir. Et ce n'est pas un pays dirigé par une junte militaire qui pourra le faire. Donc les Français qui ont laissé des militaires s'emparer du pouvoir, finalement, ont signé l'arrêt de mort du Mali. Et simplement, ça a pris plus de temps qu'on ne le croyait. Mais militairement, c'est indéfendable parce que, vous voyez, ces oppositions qui sont à base de, je vais dire, d'actes... C'est même pas des actes terroristes, c'est des actes de guerre asymétrique, c'est de la guérilla. Alors, on incendie, par exemple, les camions-citernes qui viennent vers Bamako, mais vous ne pouvez pas le protéger indéfiniment. De toute façon, les distances sont tellement grandes. On en parlait tout à l'heure. Vous vous rendez compte, le Mali, c'est 2 fois plus grand que l'Ukraine, pour 25 millions d'habitants. Donc, de croire qu'on peut imposer par la force un ordre dans un pays aussi grand est vain. Et par conséquent, ça passe d'abord par un problème politique. Et c'est sans doute sur ce sujet politique qu'on a sous-estimé le plus les difficultés du Mali. Pour finir, Saïdik, justement, Abbas, sur la situation, j'allais dire presque géographique, tactique. Donc, Niagalé, on parlait avec Niagalé et Guillaume de Bamako. On disait expliquez-nous ce qu'il y a autour. En dehors de la capitale,
c'est quoi la situation au Mali et la situation, qu'est-ce qui est aux mains des djihadistes aujourd'hui? C'est un vaste territoire qui est aux mains des djihadistes, parce que le groupe le plus actif, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, a un maillage territorial assez large. C'est une fêtière de plusieurs mouvements. En Sardine, de Yagagali amène tout le nord jusqu'à la frontière avec l'Algérie. La Katiba Massina de Amadou Koufa amène le centre. Tout ça, ce sont des noms de groupes, oui, de groupes armés qui sont dans une fêtière qu'on appelle le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui est le JNIM. Et aujourd'hui, on assiste à une extension géographique de la zone de contrôle et de la zone de menace jusqu'à la frontière avec le Sénégal et la Mauritanie, la zone de Caille. Pour dire les choses pour les Français qui nous écoutent, il y a quoi? Bamako, pour l'instant, est encore un îlot de relative sécurité. Et quoi, la moitié du Mali est aux mains des djihadistes? Non, pas complètement. Dans une grande partie du territoire, on est dans une sorte de gouvernance alternée, où les groupes djihadistes contrôlent une partie de la journée ou la nuit, et ensuite, quand il y a une présence de l'État, ils repartent. On est dans une sorte de gouvernance alternée avec une partie du territoire qui échappe au contrôle du pouvoir central de Bamako. La dernière grande action que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a menée, c'était à une 50aine de kilomètres de Bamako, quand ils ont enlevé 3 ressortissants émiratis, dont un général à la retraite, ce qui a fait l'objet de négociations. Mais plus généralement, je crois, par rapport à la première question qui me semble importante, c'est que même si, comme je suis absolument d'accord avec Niagalé, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a conscience qu'aujourd'hui, même s'il prenait Bamako, il ne sera pas capable de l'administrer. Parce qu'il ne suffit pas de prendre des villes, ils n'ont pas les ressources humaines, ils n'ont pas les ressources qu'il faut pour administrer. Mais il reste que ce qu'on a observé ces derniers temps, c'est la mise en place d'un agenda politique du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, avec une tentative de dédiabolisation, puisque le groupe essaie, on a vu que pour ne pas donner une dimension plutôt ethnique de Touareg ou de Peul, ils ont mis en avant des Bambara aujourd'hui, qui est une des ethnies principales du Mali. Il y a un prêcheur qui donne des consignes aux populations. Et on voit, il y a une dédiabolisation qui prend aussi en compte le fait que le groupe dise aux populations, nous sommes contre le pouvoir, nous sommes contre les militaires, mais nous ne sommes pas contre vous. Vous pouvez vous déplacer librement, on ne s'en prendra pas à vous, à condition que les femmes soient d'un côté dans le bus, les hommes soient d'un côté. Donc, il y a une sorte d'agenda politique que le groupe est en train de mettre en place. Est-ce que cet agenda va déboucher sur une prise de pouvoir politique? En tout cas, on observe que ces derniers temps, il y a un processus politique que le groupe est en train de dérouler. Alors, dédiabolisation, pourtant, j'entends ce que vous dites, hein, je comprends ce que vous dites, mais on va parler de l'épisode qui a traumatisé le Mali et une partie de la communauté internationale. Donc, jeudi dernier, une jeune TikTokeuse malienne qui, effectivement, souvent prônait l'armée gouvernementale du Mali. Elle faisait même des vidéos parfois en treillis militaire. Elle a été arrêtée par des djihadistes. Elle a été exécutée le lendemain par les djihadistes. On va regarder ce reportage, justement, de Nicolas Bertrand, et vous allez m'expliquer après ce que ça signifie, notamment politiquement, dans ce pays. C'était une jeune femme souriante d'une vingtaine d'années qui aimait se filmer et poster ses vidéos sur les réseaux sociaux. Plusieurs fois, elle avait marqué son soutien à l'armée malienne, en uniforme, faisant des saluts militaires. La veille de sa mort, elle filmait sur ce marché, dans sa ville, Tonka. C'est là qu'elle est enlevée par des djihadistes. Donc les terroristes l'ont vu en train de filmer, ils pensaient qu'elle était en train de les espionner. Son oncle, qui veut rester anonyme, raconte l'horreur qui a suivi. Au moment de l'exécution, ils l'ont amené sur 2 motos, ils étaient 4. Donc ils ont bandé ses yeux, après ils ont tiré sur elle à bout portant. Elle a reçu au total 4 balles dans son corps. Les gens ont très peur, Une exécution publique, alors que le Mali tout entier vacille. Les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans mènent des attaques toujours plus proches de Bamako. Ils visent particulièrement les camions de carburant afin de couper les ravitaillements et asphyxier la capitale. Des événements qui rappellent la situation de 2012, quand le nord du Mali était occupé par des groupes islamistes. Les femmes étaient fouettées en cas d'adultère et ne pouvaient ni aller à l'école ni porter un pantalon. Aujourd'hui, à nouveau, les djihadistes s'en prennent à elles.
s'il y a des femmes qui se trouvent dans ces véhicules et qu'elles ne portent pas hijab, et ces femmes sont extraites du véhicule et souvent subissent des châtiments corporels, par exemple 10 coups de fouet, 50 coups de fouet. Ça arrive tous les jours. Qu'est-ce que ça dit du projet politique ? Vous me disiez que, alors on le sait, on réexplique pour les téléspectateurs qui nous écoutent, on voyait la carte du Mali tout à l'heure, il y a évidemment des revendications territoriales, ethniques, comme c'est le cas dans beaucoup de pays, il y a les Touaregs au nord, mais est-ce que ça veut dire que les djihadistes veulent, entre guillemets, unifier, pacifier le pays sous la barrière de l'islam, que là-dessus, il n'y a pas de guerre ethnique, mais en revanche, il y a un islam rigoriste. Totalement, et vous avez tout à fait raison de le souligner ainsi, parce que c'est exactement ce qu'a expliqué la rupture, justement, des groupes djihadistes avec les groupes autonomistes du nord du pays, justement, qui, eux, voulaient obtenir soit l'indépendance, soit une très large autonomie locale, alors que les forces du JNIM, dès le départ, dans leur version en sardine, c'est le groupe d'origine, voulait garder cette unité territoriale du Mali, cette souveraineté, pour y appliquer sur cet ensemble territorial-là la loi islamique dans sa version la plus rigoriste. Donc oui, vous êtes exactement au cœur de cette question. Pour ce qui concerne cette exécution atroce, c'est un élément nouveau parce que nous n'avons pas eu le temps de souligner le fait qu'au Mali, il y a en effet différents groupes djihadistes. Ceux dont on parle là, ce sont ceux qui sont affiliés à Al-Qaïda, comme je le disais, mais il y a aussi ceux affiliés à l'État islamique, qui d'habitude sont beaucoup plus violents que ceux affiliés à Al-Qaïda. Et cette exécution, notamment d'une femme, elle est extrêmement inédite, même si en effet, il y a des comportements plus que contraignants vis-à-vis des femmes, voire des mariages forcés également du côté du JNIM. Mais là, ce que l'on voit, c'est que toute collaboration avec les forces de défense et de sécurité est punie désormais de manière absolument impitoyable. Et c'est, à mon avis, un tournant aussi. Oui, c'est une exécution pour l'exemple. C'est-à-dire que c'est une façon de décourager tous ceux qui peuvent être tentés de collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Et c'est aussi une façon d'envoyer un message en disant que vous n'êtes en sécurité nulle part. Où que vous soyez, si vous êtes dans cette perspective, dans la même perspective que cette jeune tiktokeuse, on peut aller vous chercher. Je crois que ça a été fait comme une sorte de signal qui est envoyé aux gens. Guillaume ? À ma connaissance, il n'y a pas eu d'image de cette exécution. Alors, il y a en effet des... Ce qui montre quand même une chose, c'est que elle a été exécutée de manière publique, mais ils ont peut-être contrôlé les téléphones. Elle a été exécutée en public. Aucun groupe n'a vraiment revendiqué. Pour l'instant, et ce qui est assez étonnant, c'est qu'alors qu'on sait que les réseaux sociaux jouent un rôle très important au Mali dans ce conflit, parce que c'est une guerre de l'information. La guerre, c'est d'abord le théâtre des illusions. Le fait qu'il n'y ait pas eu d'image, qu'il ne l'ait pas mis en scène est assez étonnant. Moi, je pense que ça peut être un de ces groupes qui échappe au contrôle. Tu le rappelais tout à l'heure, ce sont des espèces de comment dire, c'est une organisation tentaculaire, mais qui au fond est assez peu disciplinée et structurée. Et du coup, c'est étonnant parce que oui, certes, ça envoie un message de « attention, le premier qui collabore avec l'armée, il y passera », mais c'est un message contre toute la jeunesse qui est très maladroit, surtout à un moment où ce sont des groupes qui essayent de prendre le pouvoir. Moi, je pense que c'est une dérive d'un groupe qui est incontrôlable parce que malheureusement, quand on arrive à un tel niveau de violence et d'anarchie, en fait, on ne contrôle plus rien. Les gens qui ont une arme se croient tout permis. C'est la loi du plus fort qui règne. Pardon, non, juste pour compléter ce que vous dites, il faut savoir que justement ce groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda s'est toujours plutôt posé en protecteur des populations civiles, contrairement à l'État islamique. Alors, il leur impose des modes de vie, mais il considère que ceux qui sont dangereux pour les populations, ce sont les forces gouvernementales et leurs alliés internationaux, quels qu'ils soient, que ce soit la France, que ce soit la Russie. Donc oui, effectivement, c'est important. C'est le titre justement de votre livre, Saïdi Kaba, sur le fait que le Sahel, là on déborde même du Mali, puisqu'on va évidemment parler aussi du Burkina Faso, du Niger. Le Sahel, nouvel Afghanistan. C'est une formule choc. Quelle forme de réalité, de futur elle a ? Moi, quand j'écrivais les livres, c'était il y a 2 ans. Je ne l'avais pas écrit en pensant que
justement, on arriverait à une situation à la syrienne, où un mouvement prendrait le pouvoir. Mais il était déjà très inscrit, même il y a 2 ans, que la démarche des groupes djihadistes de la région était beaucoup plus proche de celle de l'Afghanistan. Quand les talibans ont pris le pouvoir, il y a eu une déclaration du régime, notamment de Iyad, disant que puisque les talibans ont été capables de vaincre la première armée du monde, les États-Unis, ce que nous aussi, on peut vaincre toutes les armées qui sont déployées dans la région. Et aujourd'hui, ils considèrent qu'ils ont fait partir les armées occidentales, que ce soit l'armée française ou que ce soit les forces des Nations Unies. Ils considèrent qu'ils ont fait partie des forces internationales. Ça, c'est le premier élément de rapprochement avec l'Afghanistan. Le deuxième élément, c'est aussi la stratégie de conquérir d'abord le milieu rural. Et les groupes djihadistes aujourd'hui au Sahel, et particulièrement au Mali, c'est d'abord la prise de contrôle des zones qui échappent aux autorités, la partie des villages, des zones de production agricole, etc., comme on peut le faire en Afghanistan. Et dernier élément, quand on regarde un peu le groupe, à la différence de l'État islamique au Liban, en Irak et en Syrie, les groupes djihadistes au Sahel n'ont pas d'agenda international. Eux, ils ne cherchent pas à envoyer des commandos pour attaquer Bruxelles ou pour attaquer Paris, puisqu'on est à la veille du 10e anniversaire du 13 novembre 2015. Eux, ils n'ont pas cet agenda. C'est l'État islamique qui a envoyé des gens. Donc, il y a beaucoup d'éléments de similitude avec la... Et ça, on en est sûr, parce que j'avais envie, puis après, on va parler justement, on va revenir dans l'histoire notamment des opérations Serval, Barkhane de la France. Et puis, mais j'avais envie de poser cette question un peu cash pour les téléspectateurs qui nous écoutent. Pourquoi on doit se préoccuper de ce qui se passe au Mali? Parce que si cela est vrai, Guillaume, finalement... le Mali, le Sahel s'enfonce dans un nouvel Afghanistan. La situation, mais il y a des intérêts occidentaux. On a parlé de l'Afghanistan sur ce plateau il y a 10 jours et malheureusement on faisait le constat, l'Afghanistan s'enfonce, les Soviétiques se sont cassés les dents, l'OTAN, les Américains aussi. Donc tant pis pour l'Afghanistan, tant pis pour les femmes afghanes. Est-ce que c'est la même analyse qu'on peut faire? Le Sahel s'enfonce, tant pis. Je vais répondre de manière un peu contradictoire, pardon. D'un côté, bien sûr qu'il faut s'en préoccuper. Si le Sahel, qui est une région gigantesque, sombre dans un espèce de chaos digne de l'Afghanistan, c'est des jours très noirs, très sombres qui attendent la population. On le sait et on le regrette pour eux. Mais en même temps, il faut que la France accepte qu'elle n'est pas légitime d'intervenir. Pas elle. Peut-être l'Union européenne, peut-être l'Union africaine, mais ce sont des groupes de pays qui seuls aujourd'hui peuvent dire on va structurer une approche globale pour ces pays, pour éviter qu'ils sombrent. Mais surtout pas une intervention militaire limitée en plus à une puissance, ancienne puissance coloniale. Donc ça n'est plus je pense acceptable. Que c'est pas sur la table. D'ailleurs, je pense que les Français mais c'est ça qui a prévalu aux opérations Serval puis Barkhane en 2012. Même si on a dit c'est le Mali qui nous a appelés, mais en réalité la France pressait derrière pour que le président malien dise vous voulez bien venir, on a tellement besoin que vous veniez. En fait, on ne comprend pas et on a du mal à admettre que la France n'est pas une grande puissance, c'est une puissance moyenne. Et qu'elle n'est puissante que quand elle s'allie avec un groupe de pays et surtout quand elle écoute ce qui se passe en Afrique. Or là, quand on vient avec nos solutions, comme en Afghanistan, on a dit, vous allez voir, les talibans n'auront plus qu'à se ranger à nos ordres. 10 ans après, on est obligé de partir la queue entre les jambes, pardon de cette vilaine image, parce qu'en fait, on ne sait pas militairement vaincre une guérilla. Mais justement, si là, le Mali s'enfonce, et j'entends ce que vous dites, évidemment, c'est terrible, moralement, humanitairement, mais finalement, est-ce que ça aura un impact? Si le Sahel s'enfonce, il y a un nouvel Afghanistan, est-ce que ça aura un impact pour l'Europe? Ce qui est très important de savoir, c'est que ce groupe, le JNIM, de manière invariable, explique ne vouloir absolument pas frapper les pays partenaires qui interviennent au Mali, mais s'en prendre uniquement à leurs forces déployées sur le terrain. Il ne s'agit pas, mais ce sont des communiqués officiels très clairs qui disent nos ennemis sont ceux qui investissent le territoire malien, qu'il s'agisse de la France, qu'il s'agisse des Russes, et là on l'a peu souligné, mais les Émiratis qui aujourd'hui sont de plus en plus présents dans la
la région viennent d'en faire les frais avec l'enlèvement de 2 ressortissants ainsi que d'un ressortissant iranien qui ont été 2 Égyptiens enlevés aussi, je crois, il y a quelques jours. Ah, oui, mais eux n'ont pas encore été libérés. Les Émiratis ont été libérés pour une rançon record qu'on n'a jamais vue au Mali de 50 millions de dollars, assortie de 20 millions de tonnes d'armement qui seraient livrés au JNIM et la libération de très nombreux combattants du mouvement également. Donc la stratégie, elle est très clairement nationale du côté du JNIM et comme Sédic l'a indiqué, elle n'est pas une exportation du djihad à l'extérieur du territoire malien. C'est une approche en réalité extrêmement nationaliste qui rencontre aussi les préoccupations très souverainistes qui expliquent aussi le rejet français à bas la France, dehors la France, parce qu'on est aussi face à des États et une région où le souverainisme, le nationalisme, le patriotisme sont, comme partout ailleurs dans le monde, les principales forces politiques. Alors, non, il y a un enjeu important. Si le Sahel tombe, vous avez dit, qu'est-ce qui se passerait? Je pense que si le Sahel tombe, il entraînerait l'ensemble. Vous savez, déjà, il y a chez le groupe djihadiste du Sahel un agenda d'exporter la menace du Sahel vers les pays du Golfe de Guinée. La Côte d'Ivoire a déjà été attaquée depuis 2016. Il y a aujourd'hui une volonté de créer, d'installer le djihad au Togo, au Bénin. Donc, il y a une volonté de pousser vers la côte, vers le Golfe de Guinée. Et ça, c'est important de comprendre que si le Sahel s'effondre, il peut entraîner le pays du Golfe de Guinée. Et si toute l'Afrique de l'Ouest bascule, c'est la stabilité du continent africain qui serait mise en cause. Alors, on va revenir sur un peu l'origine. Enfin, en tout cas, on va revenir en 2013, justement, quand le Mali est déjà dans une situation extrêmement précaire. Et donc, c'est à ce moment-là que le Mali sollicite l'aide de la France, qui poussait peut-être, vous nous disiez, Guillaume. On va revenir pour voir comment ça s'est passé. Alors, je vais montrer justement. Moi, j'étais au Mali à ce moment-là avec toutes les différentes équipes de France 2. On s'était succédé. Vous allez voir un reportage que j'avais tourné en février, le 21 février 2013 à Gao, et c'est un moment intéressant parce qu'à ce moment-là, les forces régulières maliennes et la France avaient repris le contrôle en grande partie. On va voir qu'il n'a jamais été acquis. Et ce jour-là, des djihadistes étaient revenus à Gao, et l'armée française s'était servie de cette journée un peu comme test pour voir si l'armée malienne pouvait résister seule, prendre en main seule la destinée sécuritaire de son pays. Vous allez voir le résultat, et on en parle juste après. Il y a un sniper islamiste dans cette tour. Il faut réagir vite. L'armée malienne l'a démolie à l'arme lourde. Apeurés, les habitants de Gao se réfugient dans les maisons en panique. Il est 8 h du matin et la nouvelle du jour, c'est que les djihadistes sont de retour. Les soldats maliens foncent vers le centre-ville. Mais arrivés au bout de la rue, les islamistes sont en embuscade. Un premier blessé est évacué. Les soldats maliens font face avec les moyens du bord. La précision des tirs n'est pas toujours optimale et ils ont peu d'équipement de transmission. Alors il faut utiliser de simples portables. Oui, ça continue, oui. On a 2 blessés légers. Légers? Oui. Et à votre avis, ils sont combien dans la mairie là? C'est une trentaine, c'est plus de 30. Les balles sifflent sur le muret au-dessus des soldats. Les islamistes sont à l'intérieur du bâtiment. C'est la mairie de Gao. Les combats sont acharnés. Mais soudain, les soldats maliens semblent débordés. Ils battent en retraite. Un deuxième front s'ouvre. La nasse islamiste se referme. Les djihadistes ont pris les Maliens à revers. L'armée française décide qu'il est temps d'intervenir. Des tireurs d'élite neutralisent un djihadiste porteur d'un lance-roquette, puis un hélicoptère français tire un missile et achève le noyau dur des combattants islamistes. Au prix d'une dizaine d'heures de combat, la victoire militaire sera acquise aux Maliens et aux Français, mais le jusqu'au boutisme des islamistes ne sera certainement pas vaincu en un jour. Alors pour qu'on décrypte tout ça, personnellement, ce qui m'avait vraiment marqué lors de ces combats, c'était que, vous l'avez entendu, il y avait entre 30 et 50 djihadistes. Comme on le sait,
ultra motivés, puisque c'est des martyrs, donc ils sont prêts évidemment à mourir. Au total, il y a eu près de 1000 soldats maliens. Il a fallu toute une journée de combat à 30 contre 1000, plus l'aide de l'armée française pour en venir à bout. Ce qu'on voit là, c'est que l'armée française, finalement, est appelée à la rescousse. Donc l'armée malienne n'arrive pas seule. Et puis, 12 ans après, on en est où ? La France est partie. Les Maliens, j'ai envie de dire, les Maliens ont remplacé François ou Jean-Pierre par Boris. Et ça n'a pas changé. C'est d'ailleurs étonnant de redemander encore de l'aide à une force, j'allais dire, blanche. Mais... Oui, alors il y a... Non, parce que c'est un narratif qu'on entend beaucoup. Les Turcs aussi, alors on peut les considérer comme blancs aussi, mais ils sont aussi via leur compagnie de sécurité privée qui s'appelle Sadat. Mais en tout cas, moi je pense que ce qui est important de souligner, c'est l'échec collectif face à ce type de adversaires qui, en effet, recourent à des techniques de guérilla, à une approche asymétrique au niveau tactique. Et jusqu'ici, aucune armée du monde n'a jamais réussi à les contraindre. On a l'exemple de l'Afghanistan, on a l'exemple de l'Irak, de la Syrie, et est-ce Vietnam, que le Sahel... et la France et les États-Unis, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'en qu'en réalité, ça fait... depuis plus de 60 ans, 70 ans, qu'on déploie des moyens absolument colossaux pour combattre des adversaires qui se dissimulent, notamment parmi les populations, et surtout qui ont une maîtrise extrêmement parfaite de leur environnement local, que n'ont aucun partenaire international. Guillaume, là, évidemment, je parle à l'ancien militaire. Vous disiez, une guérilla... De toute façon, ça ne se gagne pas, on le voit, ça ne se gagne pas. Et tout de suite, deuxième question, est-ce que la France a eu raison d'intervenir en 2013 à la demande du Mali qui allait tomber, ou est-ce qu'elle a surtout eu tort de rester ? Et ça a été une décision politique, on se souvient, en 2013, je crois que c'est François Hollande qui prend la décision. On a toujours été déchirés en France entre ce passé colonial qui fait que on croit qu'on est indispensable partout, même quand on ne nous a pas demandé de venir. Mais là, en l'occurrence, on nous a demandé de venir. Et puis notre capacité à intervenir. Et je pense que c'est sur la capacité à intervenir où on se méprend totalement. On a des moyens militaires qui sont évidemment très efficaces. Et donc on le voit très bien dans votre reportage, c'est que quand l'armée française décide de sortir, là, les djihadistes, ils se font écraser parce qu'évidemment, ils n'ont pas l'équivalent. Mais le problème, c'est que justement, soit nous qui intervenions. Et c'est ça qui pose question. C'est finalement quelle est notre légitimité d'intervenir à ce moment-là, si ce n'est de montrer aux Maliens qu'ils sont dépendants de nous. Après, les Maliens, il ne faut pas l'oublier, nous ne sommes pas partis, nous avons été sortis. Ce sont les Maliens qui nous ont foutus dehors. Et puis en plus, avec, avec un coup de pied aux fesses, qui a été assez mal vécu par mes camarades. Mais je me souviens que mes camarades militaires à cette époque... Parce que 58 soldats français sont morts pour protéger le Mali. Donc ça veut dire 200 blessés. Ils le reconnaissaient tous. Ils disaient finalement, c'est un puits sans fond. On va tuer un groupe d'islamistes, soi-disant d'islamistes. Mais souvent, c'est des gamins dont la famille s'est fait piquer un troupeau par des gendarmes en face. Et donc, ils avaient le sentiment qu'ils se battaient contre une armée d'ombre, contre une armée de fantômes, dont personne ne sait venir à bout, même avec des hélicoptères de combat et des blindés, comme on les a vus. En fait, la question, elle est exactement comme la décision qui a été prise d'intervenir. Elle est d'abord politique. Et on est dans l'illusion la plus totale, parce qu'on envoie 200, 2000 ou 20 000 hommes, de croire qu'on va régler un problème politique. En fait, on ne peut que temporiser la situation et empêcher, ce serait le cas aujourd'hui s'il y avait une force panafricaine, par exemple, qui intervenait au Mali, ce serait juste d'empêcher les islamistes de faire tomber Bamako, c'est tout. Et encore, on le disait tout à l'heure, en fait, s'ils faisaient tomber Bamako, ils seraient sans doute bien emmerdés. Donc, la question, c'est plutôt, qu'est-ce qu'on construit derrière ? En fait, qu'est-ce que le Mali peut devenir ? Et pas quels sont les quelques soldats qui vont empêcher un moment ou un autre. On se souvient que quand Wagner est arrivé, ils ont fait des démonstrations d'une violence et d'une brutalité inouïe au Mali. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu ? Un peu plus de haine de la part des populations qui sont là. Aucun succès. En fait, aujourd'hui, personne ne sait gagner contre une armée d'ombre. Non, c'est Idi Kaba. Justement, pour prolonger ce que disait Guillaume, ma question, c'était...
est-ce qu'il y a eu un problème de but de guerre? C'est-à-dire que souvent, et c'était le cas du pouvoir malien, et c'est le cas de beaucoup de pouvoirs, ils ont considéré des interventions extérieures, la France en l'occurrence, comme une manière comme une garde prétorienne pour conforter leur pouvoir et peut-être pas pour aller faire des négociations, ce qui aurait dû être fait au Mali, visiblement, avec notamment les Touaregs. Est-ce que la France n'a pas voulu faire de négociations avec les Touaregs, par exemple, ou est-ce qu'au contraire, moi je crois que c'était l'inverse, je crois que la France disait il faut faire des négociations et que le pouvoir malien, puis aujourd'hui la junte évidemment veut juste rester en place, donc pas de négociations. Je pense qu'il faut distinguer les deux phases de l'intervention militaire française pour ne pas se méprendre. La phase de Serval, qui avait un agenda très précis, stopper l'avancée des djihadistes qui étaient partis du nord et qui étaient déjà à Konna, stopper leur avancée, ensuite essayer de récupérer le nord du Mali, Tombouctou, Gao, Kidal, etc., qui étaient au moins de groupes djihadistes. Ce contrat-là a été relativement bien rempli, puisque, comme on sait, l'intervention de janvier 2013 a été quand même accueillie avec de you-you, avec des tentacles. Oui, on se rappelle l'arrivée de Hollande avait dit que c'était le plus grand jour de ma vie politique, etc. Mais moi, je crois que le problème a commencé à partir du moment où la France a voulu rester, en passant de Barkhane à Serval, en passant de Serval à Barkhane, et Barkhane, qui était une ambition totalement démesurée, puisque Barkhane avait pour ambition de lutter contre le djihadisme sur l'ensemble du Sahel, c'est-à-dire de Nouakchott à N'Djamena, soit environ 2,5 millions de kilomètres carrés, ce qui était totalement impossible. Maintenant, la question importante, il y a eu un accord d'Alger qui a été signé en 2015 entre le pouvoir malien et les groupes rebelles, notamment regroupés à la coordination du mouvement de l'Azawad. Mais le pouvoir malien qui s'était installé à l'époque, en 2015, celui du président Ibrahim Boubacar Keïta, n'a pas manifesté beaucoup de volonté pour la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Finalement, l'accord d'Alger a été fait avec des reculades jusqu'au moment où il y a eu le deuxième coup d'État. Et ceux qui ont pris le pouvoir à partir de mai 2021, le président Assimi Goïta, son premier ministre Choguel Maïga, ne voulaient pas de cet accord. Ils ont reconquéri Kidal en novembre 2023 par la force avec l'accompagnement de Wagner, et ils ont dénoncé en janvier 2024 l'accord. Le pays s'est retrouvé sans accord, avec différents fronts, avec les fronts avec les Touaregs, aujourd'hui sur la frontière avec l'Algérie, le Front de libération de l'Azawad, et avec le groupe djihadiste. Donc, c'est ça qui explique aujourd'hui la difficulté. Justement, pour élargir la discussion, je disais qu'on allait l'élargir notamment un peu aux pays voisins. On va regarder un reportage donc de notre confrère Nicolas Bertrand, qui est notre correspondant en Afrique. Il a été souvent au Mali. Et là, c'était il y a 2 ans, en 2023, septembre 2023, au Niger. Donc en fait, les troupes françaises de Barkhane sont parties du Mali en 2022 pour arriver au Niger en 2023, parce qu'elles avaient été foutues dehors avec un coup de pied aux fesses. Elles arrivent au Niger, et puis 1 an plus tard, le Niger fait la même chose. On regarde comment ça s'est passé pour... Ça, c'était vraiment le clou dans le cercueil des forces françaises au Sahel. Et puis on va voir quel avait été le rôle de la population et des opinions publiques sur place. Regardez ce reportage et on en parle après. Sur toutes les artères du quartier de l'aéroport, une foule compacte. Elle se rassemble juste devant la base militaire française de Niamey, où 1500 soldats sont actuellement dans l'attente. Quand nous arrivons sur place, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui crient des slogans contre l'armée française. Une manifestation à l'appel des soutiens des militaires nigériens qui ont pris le pouvoir. Pourtant, il y a encore quelques semaines, les soldats français menaient des missions de lutte contre les groupes terroristes en soutien de l'armée nigérienne. Mais le ressentiment de la population montait depuis des mois déjà. Avec le coup d'État, il a explosé pour des raisons parfois très confuses. Il y a 1 mois, les soldats français et les soldats nigériens, ils se battaient ensemble contre les djihadistes à la frontière. À cause des Français, ils interdisent nos forces armées d'intervenir, de sauver leur peuple. Nous, on n'a pas besoin de la force, le combat du djihadisme, nous allons assurer ça. Notre force armée est déterminée, on va prendre notre courage à 2 mains. Guillaume, quand on voit ça, j'ai lu sur plusieurs blogs militaires très respectables des phrases aujourd'hui qui disent, peuple du Sahel, démerdez-vous. Et évidemment, l'orgueil français a été un petit peu blessé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la situation est mieux ou pire qu'elle ne l'était avant ?
cas pour... Personne ne leur demande de revenir, hein, en fait. Ah non, personne ne demande de revenir, mais personne ne veut y aller. Et on se demande toujours, effectivement, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que de toute façon, français, russe, peu importe. Voilà. Oui, on ne veut mais pas donc j'en reviens à ma question de tout à l'heure. Voilà, laissons le Sahel à son destin. C'est le syndrome de la guerre d'Algérie. En fait, les militaires français n'ont jamais digéré de ne pas faire la différence entre une guerre et un sujet politique. Donc ils étaient persuadés qu'ils étaient en train de gagner. Dans leur tête, ils gagnent militairement la guerre en Algérie, sauf qu'ils ont tout perdu. Puisqu'on se bat contre une société, personne ne s'est imposé par la force la vie politique à une société. Et donc on repart, et les militaires en ont gardé pendant des générations, hein, cette espèce de syndrome de « on va arriver à faire une lutte anti-guérilla et on va imposer l'ordre français ». D'ailleurs, c'est comme on a espéré apporter la démocratie en Afghanistan. Oui, encore une fois, on en parlait. C'est ce qu'on a fait à une époque trouble, et j'y ai participé au Rwanda. On était persuadé qu'on allait imposer l'ordre français, alors qu'il y avait des sujets politiques qui étaient beaucoup plus compliqués. Et on a été complètement débordés. Parce qu'il y a aussi une forme d'arrogance française de croire qu'on peut maîtriser ce qui se passe en Afrique. Je me souviens très bien de mes camarades au Rwanda, surtout quand ils étaient face aux Hutus, qui disaient « on va les contrôler ». Enfin, c'est pas les Hutus. Les Hutus nous ont manipulés du début jusqu'à la fin. Et on s'en est même pas rendu compte. Et aujourd'hui, en fait, mes camarades comprennent que d'abord, le Sahel ne nous a pas réellement appelés, mais qu'ensuite, il ne nous rappellera pas. C'est ça qui est frustrant pour les militaires français, c'est qu'ils peuvent légitimement se demander, comme les militaires américains, quand on les a envoyés en Irak ou en Afghanistan, à quoi est-ce que ça servait? Et ça, c'est la question de fond. Qu'est-ce qu'on peut faire pour intervenir dans ces pays-là? Si c'est juste une intervention militaire, pour envoyer des super équipes spéciales, hein, personne n'a remis en cause leur professionnalisme et leur entraînement. Mais le problème, c'est que ça ne sert à rien. Je pense même que ça alimente une forme de tension et de haine permanente. Si on croit que parce qu'on va détruire une colonne de djihadistes, on va résoudre le problème du Sahel face à l'islamisme, franchement, il faut sortir de ce cauchemar. Mais oui, c'est exactement ça dont il s'agit. Parce que ces témoignages, ils démontrent que des théories du complot, en réalité, se sont développées sur le terrain, en considérant que si la France ne parvenait pas à vaincre les djihadistes, c'est parce qu'elle les armait, voire que c'était parce qu'elle volait les cheptels de bétail, etc. Et les répercussions de cette ambiance ultranationaliste chauffée à blanc se sont manifestées jusqu'au Tchad, qui a également demandé le retrait des forces françaises, et le Sénégal, qui a lui aussi demandé le même retrait, ce qui explique qu'il n'y a aujourd'hui plus de forces françaises déployées dans la région d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Je pense qu'il est important de voir que les forces internationales, les forces françaises et les forces des Nations Unies sont parties, mais il n'y a pas eu de changement de paradigme. On a continué à considérer qu'on peut résoudre la crise au Sahel par les moyens militaires et par les moyens sécuritaires, par la force. Par exemple, tous les jeunes, souvent quand on discute avec des militaires, ils disent qu'on a éliminé 3000 djihadistes, mais c'est qu'entre-temps, ils en ont recruté 15 000. Parce qu'il y a un terreau favorable au recrutement de groupes djihadistes. Tous ces jeunes, avec la démographie importante qu'il y a dans la zone, qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont rien à faire, les groupes djihadistes les recrutent pour moins que 80 €. Qu'en pense la population malienne ou nigérienne, à qui on a promis de la sécurité? Les Français n'ont pas réussi, très bien, les Russes n'ont pas réussi. Là, on vous promet la sécurité, il y a une junte militaire. Est-ce qu'elle est là, la sécurité? Qu'en pense la population? Non, la population constate que, contrairement à ce qui avait été promis pour justifier les prises de pouvoir et l'éviction de pouvoir civil, la sécurité n'est pas revenue. Dans certains pays, elle s'est même aggravée par rapport à la période avant le coup d'État. Parce que les militaires ont reconduit les mêmes erreurs, en pensant qu'il suffit d'augmenter les budgets alloués au secteur de la défense, en pensant qu'il faut acheter des drones turcs, en pensant qu'il faut acheter des hélicoptères de combat russes pour régler la question. On est passé à côté de toute la dimension non militaire et non sécuritaire. Toutes ces questions de développement, de présence de l'État, de la forme de l'État, de la négociation, de la cohésion sociale en intégrant toutes les communautés n'ont pas été prises en compte et on se retrouve avec ce résultat-là. Guillaume et Niagalé, le mot de la fin, est-ce que c'est aussi vraiment, et on voit ça d'ailleurs par rapport à ce qui se passe en Europe avec la Russie, l'Ukraine, est-ce que c'est vraiment un peu la fin de l'innocence ou la fin du paternalisme et le temps du réalisme? Non, la France n'apportera pas des solutions, n'apportera pas la paix ou son modèle. Voilà, elle protège ses frontières, elle protège l'Europe et le reste, chacun son destin. On a changé de siècle.
Je pense qu'il est grand temps de se rendre compte qu'à ce siècle-là, c'est l'Afrique qui doit maîtriser sa destinée, mais pas un pays comme le Mali tout seul. Ce sont les groupes régionaux en Afrique qui doivent décider et structurer les moyens d'intervenir et de se protéger. Parce que c'est un problème de sécurité collective. Au même titre qu'aujourd'hui, quand on regarde la guerre en Ukraine, on voit bien que ce n'est pas un sujet qui concerne que la France, c'est un sujet qui concerne toute l'Europe. Ce sujet au Mali ou au Sahel, en fait, ça concerne toute l'Afrique de l'Ouest, comme tu le rappelais tout à l'heure. Et donc, ce n'est pas un pays qui doit réagir. C'est un groupe de pays en Afrique qui doit prendre conscience que c'est sa sécurité qui est en jeu et que c'est à elle de l'assumer. Oui, alors malheureusement, pour conclure, il faut savoir que oui, la France est très rejetée, mais qu'il y a un acteur encore plus honni par les populations africaines, c'est la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, considérée comme en échec total dans la gestion de l'insécurité. Donc malheureusement, on est aussi loin de cette solution-là. Eh bien, on reparlera évidemment de cette question du Mali qu'on va continuer à suivre, évidemment, notamment parce que, voilà, même avec ce qui s'est passé militairement, évidemment, le Mali et la France ont des liens historiques et de population évidemment forts. On continuera à en parler, vous reviendrez en parler sur ce plateau. Merci à tous les trois. 22h, on vous retrouve Camille Novak pour le journal. Et à la une.